Merci à la Sofcote et merci à la CFCR de nous donner cette tribune qui va vous intéresser puisqu'elle est dans l'actualité. Là, je vais rebondir sur des choses un peu historiques et puis sur des présentations précédentes en partant de choses très simples. Le baron de Percy, qui a donné son nom à l'hôpital dans lequel je travaille désormais, décrivait très bien ce que c'était une guerre symétrique avec deux armées professionnelles qui s'affrontent et peu de moyens finalement pour l'époque pour faire face à beaucoup. Donc peu pour beaucoup, on voit bien que l'équation déjà, elle va pas de suite être évidente à résoudre. La place de la chirurgie rachidienne est très nette en conflit, y compris sur mer. Là, c'est la vignette de l'amiral Nelson, qui était paraplégique traumatique avant de finir de décéder de ses blessures et probablement sur une version infectieuse. Donc, oui, la chirurgie rachidienne pose problème, que ce soit pour la logistique ou pour la prise en charge technique. Les conflits asymétriques, on en a parlé tout à l'heure, mais très brièvement, l'Afghanistan, ça permettait de faire de la chirurgie en rôle 3 proche des conditions occidentales, tandis qu'au niveau du Mali, on avait une chirurgie rachidienne qui était fortement différée du fait des élongations, ce n'est pas les mêmes territoires, il fallait se déplacer par des moyens aéroportés qui étaient permis parce qu'il y avait une suprématie aérienne. On avait une armée professionnelle contre des terroristes qui étaient moins organisés, avec quelquefois des coups sur des armes volées, mais qui n'avaient pas forcément une stratégie arrêtée. Donc la chaîne de soins, je n'y reviens pas, les 4 rôles, ça c'était le modèle qui prévalait jusqu'à présent. Deux concepts alors, amener le neurochirurgien, puisque dans les armées, la spécificité, c'est que la chirurgie rachidienne est essentiellement réalisée et exclusivement pour l'instant réalisée par les neurochirurgiens. Donc on amène la compétence dans la zone de conflit en amenant le praticien, ou bien, et ça c'était plutôt le cas au Mali, on essaye de partager les compétences avec ce concept de chirurgien tête et cou. On mutualise les moyens, on essaye de rationaliser un petit peu tout cela et on essaye d'avoir une personne qui traite le maximum de lésions sur une partie du corps. Donc sur les modules de chirurgie vitale, les plus petites unités qui existent au niveau de déploiement, on avait un chirurgien tête et cou, un chirurgien tronc, un IBOD, un IAD, un anesthésiste réanimateur, un auxiliaire sanitaire. Et puis c'est tout. Avec une capacité à prendre 2 blessés alpha, c'est-à-dire 2 blessés dont le décès est attendu si les lésions ne sont pas traitées. La haute intensité modifie un peu tout cela puisqu'on s'aperçoit que l'adversité n'est pas la même. C'est sur mer, sur terre, dans les airs et aussi une guerre électronique qu'on n'a pas encore évoquée. Ce qui fait que la suprématie aérienne n'existant plus, les conditions dans lesquelles ces conflits peuvent avoir lieu, et en particulier les conditions climatiques au-delà des conditions opérationnelles pures, font que les morts évitables, et ça c'est la première courbe rouge, vont exploser. Tout ce qui est lié à un choc hémorragique va poser problème parce qu'il y a un temps d'acheminement qui ne permettra probablement pas de sauver le patient. Ce qui revient sur le devant de la scène, c'est un peu ce qui est arrivé à l'amiral Nelson et aux blessés des grandes guerres précédentes, c'est les décès retardés du fait des lésions infectieuses ou des lésions qui se surinfectent secondairement, soit parce qu'il y a un décubitus prolongé, soit parce qu'il y a des plaies ouvertes. À titre de comparaison, tout à l'heure on parlait des conflits asymétriques, 330 blessés pris en charge en 15 ans, on saute sur les premières années du conflit russo-ukrainien à 300 blessés jour rapportés. Donc là, on a vraiment la haute intensité qui est clairement évoquée. Donc quelques vignettes illustratives. Ça, c'est des photos issues de l'Ukraine, des pièces d'artillerie lourdes. Donc la ligne de front, elle se dilue sur plusieurs kilomètres, des zones qui ne sont pas facilement accessibles pour relever des blessés. Et puis, une nouvelle façon de faire la guerre, c'est déstabiliser aussi moralement l'ennemi en visant des structures sanitaires, qu'elles soient en dur ou mobiles. Ce qui amène donc à développer des cahiers des charges opérationnels et celui qui invoque, c'est d'imaginer qu'on puisse avoir 2 brigades qui sera déployées sur le terrain, ce qui est à peu près l'équivalent de 12 000 hommes. Et dans les prédictions réalistes, c'est 100 blessés jour, 12 000 hommes déployés, avec une répartition à peu près comme celle-ci qui est attendue, 20% de blessés à risque vital immédiat, 40% risque vital retardé et 40% de blessés dont le pronostic n'est pas engagé. Si on revient un peu sur cette ligne de front, on rappelle les rôles 1 et rôle 2, donc ça ne change pas dans leur dénomination, prise en charge immédiate du damage control. Ces rôles 1 et 2 peuvent être pris à partie. Donc là, on a des soignants qui sont aussi capables de se défendre, qu'il va falloir mobiliser rapidement pour échapper à des tirs d'artillerie qui sont de plus en plus mobiles et précis. D'où le concept d'avoir un rôle 2 peut-être amélioré, modulaire, c'est ce que vous a présenté Arnaud Daguin il y a quelques instants, avec des camions mieux protégés, plus facilement déployables et plus facilement employables aussi. Le rôle 2 amélioré, c'est là où on upgrade de façon simple ce que l'on peut déployer, à la manière d'une équipe de Formule 1 qui part avec des modules, un où il y a la voiture, l'autre l'équipe qui va l'entretenir et puis toute la logistique derrière. Là, on peut, en fonction de ce qui est nécessaire d'avoir sur le terrain, sur les opérations, avoir un déchocage, des moyens d'imagerie
et surtout des moyens post-chirurgicaux qu'on n'a pas encore évoqués, mais qui là aussi sont à prendre en compte, puisqu'une fois que ce système est saturé, il va falloir faire des choix. Donc d'où l'intérêt de ne pas arriver à cette saturation. Donc là, on recule déjà de 20 à 50 km, ce qui fait qu'il existe encore quelques tirs qui peuvent atterrir ces structures. Le rôle 3, et là je vous ai mis une photo d'actualité, hein, c'est des rôles 3 qui sont bunkerisés, hein, le terme c'est un néologisme qui vient de ce conflit russo-ukrainien. On se retrouve sous terre pour protéger les soignants. On a des structures mieux dotées, mais du coup enterrées et moins accessibles aux tirs. Là aussi, y accéder à la structure, c'est un défi. En sortir, c'est un autre défi également. Et enfin, et la haute intensité, ça nous concerne un peu tous. On va faire un parallèle avec le Covid. À 100 jours de conflit, on imagine qu'on aura besoin de 5000 lits d'hospitalisation. Donc 5000 lits d'hospitalisation, ce n'est pas les 8 HIA actuellement qui peuvent les combler. Et donc, il va falloir nécessairement envisager un partenariat civilo-militaire. Et la haute intensité, donc, ce n'est pas qu'une affaire militaire au final, c'est une affaire de santé publique. Si on revient sur quelques données du conflit russo-ukrainien, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, c'est des données issues de ce qui est rapporté, et tout ce qui est rapporté n'est pas forcément le reflet précis de la réalité. Hein. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, hein, donc attention à tout cela. 2 tiers de blessures des membres, 1 tiers des lésions tête et cou. Ça rencontre des mécanismes de projection. Concernant la neurochirurgie, on s'aperçoit, et la chirurgie neurologique du rachis, que finalement ces patients sont en zone urbaine, mais ils ne sont pas tous très très loin d'une structure médicale, pas très loin d'une structure où on pourrait avoir de l'imagerie, mais finalement ils n'y arrivent pas, et majoritairement d'ailleurs. Donc ça aussi c'est un défi. Qu'est-ce qui explique que ces lésions soient si particulières ou que l'accès aux patients soit si compliqué? C'est que les moyens vulnérants évoluent. Au tout début du conflit, il y avait pas mal d'explosions, pas mal de tirs isolés, et il y a une mutation avec des armes de plus en plus lourdes. Une même explosion va générer beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de projections, et il y aura un peu moins de tirs. Et puis, il y a un nouvel invité, malheureusement, dans les agents vulnérants, qui est le drone. Alors, les drones, en quelques mots là-dessus, les drones sont désormais capables de fixer une empreinte électromagnétique, c'est-à-dire vous utilisez une montre électronique à l'avant, ou un bistouri électrique, ou quelque chose qui produit de l'électricité. Eh bien, on est ploté par le drone, et le drone peut cibler directement une personne. Donc on voit qu'après, les drones ont des vocations et des effets différents, mais ça rend compte aussi que le drone dit kamikaze, pour le coup, va se projeter sur une seule personne, avec des lésions bien spécifiques, et avec des lésions qui sont à la hauteur de son poids, de sa vitesse. L'autre élément, c'est les projectiles thermobariques, ça aussi dans l'actualité on en a entendu parler, avec une capacité de déflagration qui permet d'atteindre énormément de personnes en un temps. L'exemple d'Odessa, 8 hectares de toucher, ça fait 500 personnes d'un coup qui ont besoin de soins. Alors pas tous dans la même proportion, mais 500 personnes simultanément atteintes. Quelques éléments de physiopathologie et la corrélation avec la clinique, donc ça c'est des études un petit peu plus récentes. Si on se concentre un peu sur le rachis cervical, on s'aperçoit que c'est finalement peu décrit au regard du nombre de blessés. Néanmoins, là aussi il y a probablement un sous-rapport de ces lésions, avec le principal message qu'il faudrait retenir, c'est que le mécanisme de projection avec une force axiale sur le rachis cervical, y compris avec des personnels qui sont protégés, donc une extrémité céphalique alourdie, peut donner des lésions instables du rachis. Mais encore une fois, il va falloir trier, accorder la priorité aux fonctions vitales, hémorragiques, ventilatoires et neurologiques. Si c'est de l'incomplet, ça passera malheureusement après, on n'aura pas trop le choix. On revient sur le schéma présenté tout à l'heure avec un petit bémol peut-être. On parle de lésions du bassin, des lésions étagées des membres inférieurs et des membres supérieurs. Pour ce qui se passe dans le conflit russo-ukrainien, on a très peu de choses qui sont disponibles concernant la colonne vertébrale, alors qu'il y a certainement plus de blindés employés là, des deux côtés, que ce fut le cas pendant les conflits asymétriques. Donc là aussi, à prendre avec mesure les dernières publications. Élément important, donc on en a parlé, c'est l'infection. Et l'infection, là, c'est en se focalisant cette fois sur les lésions du rachis lombo-sacré, un taux d'infection élevé, on s'aperçoit que le pronostic neurologique, il n'est pas très différent au regard de cette revue de la littérature entre ceux qui bénéficient d'une chirurgie et ceux qui n'en bénéficient pas, avec des biais énormes sur ce qui est rapporté, parce qu'il y a une disparité des pratiques, et notamment en termes d'antibiothérapie. Il y a les germes qui sont présents sur les projectiles, les germes que l'on sélectionne avec des antibiotiques et qu'on arrivera difficilement à traiter. Donc là aussi, si on devait garder quelques indications, le rachis instable, évidemment, c'est une indication chirurgicale, mais au regard des autres blessés en présence, les déficits neurologiques progressifs ou les lésions
qui génèrent des fragments qui se séquestrent au contact des structures neurologiques. Là encore, l'indication est peut-être absolue. On doit faire face aussi à une masse de blessés. Il va falloir en sauver le plus grand nombre. Donc T1 ou T4, T1 c'est la priorité absolue, T4 c'est une urgence dépassée. Ça dépendra un peu du nombre de blessés que nous aurons en face de nous. Quelques éléments pour montrer les limites de tout cela aussi, puisque pour les traumatismes pénétrants, on peut définir un point d'entrée d'une balle si on le retrouve, le point de sortie éventuel. Malheureusement, on a peu d'idées sur la trajectoire qui est tout sauf rectiligne. Et un regard de ce qui se passe au niveau du rachis, les principales choses qui sont décrites sont très intéressantes. Le haut risque infectieux en fonction qu'on a une plaie durale ou pas, un haut risque d'instabilité en fonction que la plaie soit latéro-latérale ou touche les éléments postérieurs. Encore faut-il qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur du corps du blessé. Donc en rôle 2, on aura une grande difficulté pour définir un traumatisme pénétrant plus urgent qu'un autre. Quelques éléments d'ambiance à nouveau, des difficultés de stérilisation, ça a été évoqué, l'acheminement des consommables, c'est comme l'acheminement des blessés, même contrainte, pas de suprématie aérienne, des transports difficiles, des coupures de courant, ça a beau se passer sur une partie de l'Europe, eh bien malheureusement les coupures électriques, là aussi c'est des éléments stratégiques pour maîtriser l'adversaire, et puis je l'ai évoqué tout à l'heure, l'empreinte électromagnétique, qui reste un sujet d'actualité pour lequel on n'a pas toujours des solutions. L'autre élément, il est quasi politique, c'est la déstabilisation organisationnelle. Il faut s'imaginer que ça se passe en zone urbaine, en tout cas pour le modèle actuel, avec des populations de militaires d'actifs, très bien, mais aussi des populations gériatriques, des populations de blessés, des populations qui ont besoin de soins en temps normal et qui, eux, n'accéderont pas aux structures habituelles, et pourtant qui seront au milieu des combats. Donc il faudra les prendre en compte. Pas mal de défis finalement. Donc si on résume, au plus près des combats, il va falloir essayer d'employer des moyens portables, déplaçables, économes en énergie, avec une faible empreinte électromagnétique. Être rationnel, sauver la vie et, dans certains cas, sauver la fonction. Plus on va s'éloigner de cela, on pourra disposer de moyens mieux protégés, pour les soignants aussi, parce que si on perd un soignant, on va perdre par voie de conséquence un grand nombre de blessés à venir. Donc il va falloir avoir une gradation des moyens, une dégradation de la rusticité. Quelques perspectives d'adaptation. Alors la chirurgie de la colonne vertébrale à l'avant en rôle 2E, oui, peut-être pour désengorger les rôles qui viendront après, et surtout si le patient a besoin de soins pour pouvoir être à nouveau ambulatoire et développer le moins de morbidité possible, s'il y a une réflexion à mener. Il faudra quand même penser qu'on n'a pas une stérilisation illimitée quand elle existe, ou pas de stérilisation du tout. Les groupes électrogènes que vous voyez en bas qui étaient déployés au Mali sont extrêmement visibles, extrêmement volumineux. On parlait de triage tout à l'heure, je rebondis sur la question qui a été posée. Alors pour la neurochirurgie et les traumatismes crâniens, il y a quelques moyens que je vous présente ici qui sont assez clairs, où on peut détecter certains hématomes, avoir un Doppler transcrânien pour avoir une idée de la pression intracrânienne, mettre des capteurs de pression intracrânienne, avoir des marqueurs biologiques dont on peut disposer très facilement. Pour le rachis, c'est très compliqué, et si on n'a pas d'imagerie, essentiellement scanner, on va être un petit peu coincé. Alors effectivement, si on a un scanner sur place, est-ce qu'on a la compétence pour interpréter l'imagerie ? C'est là qu'on peut penser à la téléradiologie. Alors, quelques études avaient été menées. Alors, l'étude de Spine, elle est très bien, mais c'était sur 30 patients, sur WhatsApp versus Unpax. On s'aperçoit que finalement, avec des bons correspondants, la qualité est au rendez-vous. L'automatisation et l'interprétation, elle reste très développée pour l'instant pour le cerveau, un peu moins pour le rachis, avec un bémol quand même, ça c'est la référence du bas, où on s'aperçoit qu'avec un peu d'intelligence artificielle, on arrive à avoir un diagnostic des lésions en qualité et en nombre et une définition de l'instabilité qui peut aider le clinicien sur place. On a parlé des drones, on parle de guerre des drones. Les drones, ça sert à attaquer, mais ça sert aussi à soigner. On peut acheminer par drone des traitements sur le terrain. Et puis, on peut éviter d'exposer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, toute une batterie, toute une section de militaires pour aller chercher un blessé. Là, après, se posera la question de la confiance du blessé dans le drone, mais pour le relevage, ça fait partie des choses qui sont dans les papiers. Enfin, si on veut progresser, et face à un grand nombre de données, dès lors qu'elles seront disponibles, il va falloir l'interpréter. Les champions là-dessus, c'est les Américains et le JTTR. Ils sont capables de montrer que, malgré la gravité qui augmente, ils ont une diminution de la mortalité, ce qui donne un peu de support à leur registre. Et c'est des choses qui sont à développer en France et en particulier en Europe. Au-delà de ça, il va falloir se préparer. Alors, soit on se prépare et on a la compétence, soit on la développe, soit on a une béquille technologique qui peut venir au secours du chirurgien, et quelques-uns en ont déjà bénéficié à titre d'essai. Avec de la réalité augmentée, on peut guider un geste chirurgical qui est moins habituel pour un chirurgien, qu'on va dire tête et cou du tronc, qui pourrait mettre en œuvre une certaine procédure.
Au-delà de ça, la formation, c'est avant le déploiement probablement ou avant que les conflits arrivent. Et c'est là qu'il faut parler de transversalité vers le monde civil en particulier et avec les formations existantes, mais aussi on peut parler d'interopérabilité. Il est illusoire de penser que face à autant de blessés, un seul pays peut se débrouiller seul. Donc l'interopérabilité, qu'elle soit technique ou langagière, ne serait-ce que ça, elle va être importante à développer. Quelques éléments d'ambiance sur ce qui se passe actuellement. Vous voyez, en neurochirurgie militaire, on n'est pas si nombreux que cela. Il y a quelques réservistes. Alors on a parlé du professeur Rousseau, moi je parlais du professeur Amelot à Tours, qui dépend de Percy, mais il y a des modèles qui existent et vous serez tous bienvenus, ne serait-ce que pour échanger, lever certains a priori et travailler plus facilement ensemble le moment venu. Là, on voit par exemple en bas aussi que ça dépasse, le rachis, ça dépasse complètement la chirurgie. Ça rejoint aussi la rééducation. Il y a quelques rééducateurs dans la société. Là, c'est un service de rééducation qui est aussi enterré en Ukraine. Et si ces patients-là, personne ne les prend en charge, ils ne décéderont pas de leur lésion initiale. Ils vont décéder du manque de prise en charge ensuite. Donc à prendre en compte également. J'arrive à la conclusion. Et peut-être pour voir que finalement on s'y prépare malgré nous. Les contraintes de soins en contexte de guerre, elles ne sont pas si éloignées des contraintes de soins du système civil. Les restrictions de moyens humains et matériels, on y est tous confrontés, sauf que là, il y aura en plus une adversité terrible en termes de projection et de menaces vitales pour les propres praticiens eux-mêmes. Donc quelques mots-clés, rusticité, résilience, polyvalence, ça c'est des mots que vous entendrez, mais qui j'espère ont un sens différent désormais. Et puis pour vous montrer que l'histoire est relativement cyclique, 25 siècles auparavant, Sun Tzu, et je vous invite à lire L'Art de la guerre, c'est assez enrichissant, avait quelques phrases qui sont quelques mots-clés à retenir de la présentation. Probablement, attaque là où il est impréparé, arrive quand il ne t'attend pas. Bon, on cible les structures de soins, on envoie des drones pour sélectionner une personne, un officier ou un soignant, ça peut déstabiliser toute une armée. La stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire. La tactique sans stratégie, le bruit avant la défaite. Alors oui, c'est ça, ça veut dire qu'on peut avoir des plans chacun de notre côté, mais s'il n'y a aucune harmonisation, ça ne fonctionnera pas. Et celui qu'il importe anticiper les dangers, celui qui succombe ne les a pas prévus, ça c'est peut-être le fait qu'on a une prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui on vous parle de ce sujet ce matin. Je vous remercie.